Est-ce qu'un entraîneur de football poursuivi disciplinairement a le droit de garder le silence? Est-ce qu'un club de padel peut être contraint de cesser son activité à cause du bruit? Et le bowling, c'est du sport ou juste un loisir? Trois questions très différentes, mais toutes les trois ont donné lieu à des décisions de justice pendant la saison 2025-2026. Je vous propose de découvrir ces trois décisions qui montrent bien à quel point le droit du sport touche à des sujets variés. Alors vous vous en souvenez, l'année dernière, j'avais publié le premier volume de Brèves de jurisprudence en droit du sport. Et cette année, la série se poursuit avec un volume 2 consacré à la saison 2025-2026. Ce nouveau volume rassemble 31 décisions, football évidemment, mais aussi padel, MMA, boxe, escrime, tennis, équitation, canyoning, bowling ou encore canoë-kayak. Je ne vais pas vous présenter les 31 décisions dans cette vidéo, j'en ai choisi 3, très différentes les unes des autres. Première affaire, un entraîneur de football fait l'objet d'une procédure disciplinaire. On lui reproche notamment une altercation avec un dirigeant du club adverse et d'avoir interpellé les arbitres un peu vivement. La commission régionale de discipline le suspend 3 ans et la sanction est confirmée en appel. Mais il y a un problème de procédure. En effet, pendant l'instruction, la commission avait demandé à l'entraîneur de rédiger un rapport sur les faits. Sauf qu'on ne l'avait pas informé préalablement de son droit de garder le silence, et pourtant ce rapport avait révélé des faits jusque-là inconnus qui avaient pesé lourd dans la sanction. L'entraîneur a donc saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris et le juge a suspendu la sanction. Pourquoi ? Eh bien, le droit de se taire, c'est simple. Personne n'est obligé de s'accuser lui-même, et ce droit ne vaut pas seulement au pénal, il peut aussi s'appliquer devant une commission de discipline sportive. Le juge constate deux choses ici. D'abord, l'entraîneur n'avait pas été informé de son droit de se taire au moment où on lui a demandé de rédiger ce rapport. Ensuite, ce rapport avait bien pesé dans la décision finale. Et le juge ajoute que 3 ans de suspension, c'était sans doute disproportionné par rapport aux faits reprochés. L'enseignement est très concret pour les fédérations et leurs commissions disciplinaires. Une procédure disciplinaire sportive doit respecter les garanties procédurales de la personne poursuivie, et parmi ces garanties, il y a le droit de garder le silence. Deuxième affaire, le padel. Alors, le padel, c'est un sport en plein essor avec beaucoup de nouveaux projets de terrain, mais ce développement donne aussi lieu à un contentieux particulier, celui des nuisances sonores. Dans une affaire jugée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'exploitation de terrains de padel générait des nuisances pour le voisinage, certains terrains ayant même été édifiés à quelques mètres seulement des habitations. Le padel a ses propres particularités acoustiques, les impacts répétés de la balle, les cris des joueurs, la structure vitrée des terrains qui peut amplifier le bruit. Dans cette affaire, la Cour a ordonné l'arrêt de l'activité en raison des nuisances sonores infligées aux voisins. Un point intéressant, l'argument de l'antériorité de l'installation qui a été utilisé par le club. Être arrivé le premier ne suffit pas toujours à se protéger, surtout si les installations n'avaient pas toutes les autorisations nécessaires ou si l'activité s'est intensifiée après l'arrivée des voisins. L'enseignement pratique est important pour les clubs et les porteurs de projets. Quand on envisage d'implanter des terrains de padel, la question du bruit ne doit pas être traitée après l'ouverture, il faut l'anticiper, au même titre évidemment que les autorisations administratives ou les caractéristiques techniques de l'installation. Troisième affaire, avec une question qui peut sembler presque anecdotique, le bowling. C'est du sport ou juste un loisir? En réalité, ici, la réponse avait une conséquence financière très concrète. Une société qui exploite un complexe de loisirs avec notamment un bowling réclamait à l'administration fiscale le remboursement de plus de 120 000 € de TVA. Pour elle, les recettes du bowling devraient être taxées à 10%, c'est-à-dire le taux réduit pour les activités ludiques, et pas à 20%, qui est le taux normal pour les équipements sportifs. Et elle avançait un argument assez étonnant, le lancer de hache, lui, bénéficiait du taux réduit. La Cour administrative d'appel n'a cependant pas suivi ce raisonnement, elle a rappelé que le caractère ludique d'une activité ne suffit pas à lui retirer sa nature sportive. Après tout, on pratique beaucoup de sport pour le plaisir. Le bowling est d'ailleurs encadré par une fédération sportive, et la société n'a pas réussi à démontrer que ces installations échappaient à toute homologation fédérale. Résultat, l'administration pouvait refuser l'application du taux réduit. Cette affaire illustre quelque chose qu'on retrouve régulièrement en droit du sport. La qualification juridique d'une activité peut avoir des conséquences qui dépassent très largement les règles de la compétition. Ici, elle avait une incidence fiscale directe de plus de 120 000 €. Alors, je vous ai présenté 3 décisions, mais ce nouveau volume en rassemble 31 sur des sujets très variés.
On y trouve des affaires sur les agents sportifs, les contrats de sportifs professionnels, les sanctions disciplinaires, les éducateurs sportifs, la responsabilité des clubs et des fédérations, les interdictions de stade, la sécurité des pratiquants ou encore la retransmission des compétitions. J'ai gardé le même principe que dans le premier volume, présenter chaque affaire de façon courte et structurée avec les faits, l'enjeu juridique, la décision et surtout ce qu'il faut en retenir. L'objectif, ce n'est pas de faire de longs commentaires d'arrêt universitaires, c'est de permettre aux professionnels du sport que vous êtes, les athlètes, les éducateurs, les dirigeants, les juristes, les étudiants, ou simplement les passionnés de droit du sport, de repérer rapidement les solutions qui se dégagent de la jurisprudence récente. Bref de jurisprudence en droit du sport, volume 2, paraîtra le 24 août 2026 en version brochée et Kindle sur Amazon. Le premier volume reste également disponible, bien évidemment, et les liens sont juste en dessous dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo consacrée au droit du sport.